Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Droit au débat. Le bon fonctionnement des organisations, tous secteurs confondus, a été perturbé par la crise sanitaire. Cette semaine, nous allons nous concentrer sur le métier d'assureur. Bilan, impact et transformation numérique. Nos invités ce soir partageront avec nous leur expérience et constats. Monsieur Hakim Soufi, CEO de Massirvi, ainsi que Madame Selma Chaben, juriste chez GE Gas Power North Africa. Ils sont avec nous sur le plateau. J'en profite pour remercier nos partenaires officiels PwC et la CACI. Et on commence tout de suite cet épisode avec Legal News, Legal Doctrine. Justice, dans un communiqué, le ministère de la Justice annonce le lancement officiel du service de demande et de retrait à distance de la version électronique du casier judiciaire. Ce service est disponible sur le site du ministère de la Justice. Banque, dans le décret exécutif numéro 2176, le Premier ministre proroge jusqu'au 31 mars 2021 le maintien de la bonification du taux d'intérêt des crédits accordés par les banques et établissements financiers en faveur des entreprises et particuliers en difficulté à cause de la pandémie de la Covid-19. Éducation, une allocation spéciale de scolarité a été mise en place à la suite du décret exécutif numéro 2161 du Premier ministre. Cette allocation d'un montant de 5 000 dinars est attribuée chaque année aux élèves issus de familles démunies dont les parents ou tuteurs ne disposent d'aucun revenu ou dont le revenu mensuel des parents ou tuteurs est inférieur ou égal au salaire national minimum garanti. Fiscalité, dans la note numéro 305 relative à l'article 89 de la loi de finances pour 2021, la DGI précise les modalités des abattements accordés en matière d'IFU, de TAP, d'IRG et d'IBS. Vous pouvez retrouver ces informations sur www.legal-du6doctrine.com. Assurance, transformation numérique et crise sanitaire, quels sont les enjeux juridiques? C'est le thème de cette semaine et c'est tout de suite dans le droit en débat. Alors ce soir, comme nous le disions en introduction, on va parler tout d'abord de l'impact qu'a eu cette Covid-19 sur le métier d'assureur précisément. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Hakim Soufi, CEO de Massirvi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour cette invitation. Merci. Avec plaisir. Bonsoir, Madame Selma Chaben. Vous êtes juriste chez GE Gas Power North Africa. Bienvenue sur le plateau. Merci pour l'invitation. Alors, la première question s'adresse à vous, Monsieur Soufi. En tant qu'assureur, comment vous êtes-vous adapté afin de faire en sorte que votre activité continue de fonctionner? Alors, dès le départ, pour tout le monde, ça a été une terrible surprise qui s'est transformée en véritable tragédie au niveau mondial, puisqu'on a eu un ralentissement qui était exceptionnellement dur, rude. Et donc, on a dû effectivement faire preuve d'adaptabilité. Et donc, nous avons mis en place plusieurs procédures, plusieurs process qui nous permettaient de miser sur la continuité de l'activité. Donc, on a mis le télétravail. Nous, à notre niveau, au niveau de Massirvi, ça a été quelque chose qui était naturel puisqu'on était en train de se préparer à ça depuis de nombreuses années. Parce que nous voulions avoir un statut de télétravailleur et permettre à nos collaborateurs de pouvoir, même de chez eux, pour plus de productivité, d'efficacité, de pouvoir travailler à domicile. Donc on avait préparé nos infrastructures. Donc dès le départ, dès qu'on a vu qu'il y avait des problèmes de respect des mesures barrières, du fait de ne pas être en contact, de ne pas se retrouver tous ensemble dans un même endroit. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a démocratisé, vulgarisé cette fonction-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a testé tout le monde, tous les collaborateurs de la compagnie, on les a testés pendant près de 2 mois où on a fait, j'allais dire à date anniversaire, c'est-à-dire toutes les 2-3 semaines, on faisait un test PCR qui était pris en charge par l'entreprise. Et puis, évidemment, on s'est équipé en tout ce qui est moyens d'hygiène, tout ce qui est liquide de désinfection, etc. Donc voilà, en même temps, nous avons renforcé nos infrastructures technologiques pour pouvoir répondre
aussi aux inquiétudes de nos clients, parce qu'on n'était pas tout seul. Il fallait absolument rassurer nos clients, donc on a ouvert une hotline, on est allé sur les réseaux sociaux, on a ouvert tous les ports qui étaient nécessaires pour pouvoir communiquer avec nos clients, qui eux étaient bloqués par exemple à l'étranger et qui ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Donc on a innové, on les a autorisés à rentrer sur le site web pour pouvoir déplacer leur date de retour, etc. Donc c'était une véritable panique, mais qui s'est, au fur et à mesure, qui s'est résorbée. Et on a assisté nos clients et aussi on a fait un suivi psychologique. Comment dire suivi psychologique? C'est qu'on a parlé avec nos collaborateurs. La communication a été très importante dans tous les sens du terme. Et quel impact cette Covid a eu en termes de croissance sur votre société? Ah bah écoutez, on n'est pas tout seul hein, dans cette situation. On a subi un impact terrible parce qu'il ne faut pas oublier que pour les assurances de personnes, c'est 58% à peu près du portefeuille en assurance voyage. Et comme le gouvernement et tous les gouvernements du monde entier ont décidé de fermer leurs frontières à un moment donné, on s'est retrouvé avec une perte de 58% pendant une période donnée. Et ça continue toujours puisqu'on est presque à 1 an où on n'a pas commercialisé d'assurance voyage. Bon, maintenant, c'est un ralentissement. On est résilient. C'est le mot qui vient à la mode aujourd'hui. C'est la résilience et l'adaptabilité. Et c'est ce qu'on est en train de faire tous les jours aujourd'hui. Et voilà. Mais effectivement, c'est réellement extrêmement difficile. Je regrette juste qu'on n'ait pas eu un peu plus de soutien sur ces sujets-là, parce qu'on a dû payer nos impôts, on a dû payer les salaires pleins, parce que nous voulions... vous savez, on est parti d'un principe simple. C'est soit on réussit tous ensemble, soit on perd tous ensemble. Mais de toutes les façons, le point commun, c'est qu'on reste tous ensemble. C'était ça pour nous le plus important. Très bien. Je vais m'adresser à vous, Madame Chaben. Vous aviez été juriste dans différentes entreprises d'assurance avant d'occuper votre poste actuel. Quels sont les enjeux juridiques de manière générale? De manière générale, il faudra distinguer pour une entreprise d'assurance. Donc, vous avez son activité en tant qu'assureur qui a eu des impacts et des enjeux différents que sur l'aspect entreprise économique, acteur dans le marché. Donc, nous avons l'aspect pur assurantiel. Vous avez une distinction à faire entre le métier d'assureur santé, donc les assurances, les compagnies d'assurance vie, telles que la Massir Vie par exemple, et vous avez les assureurs dommages. Donc sur l'aspect assurance vie, on a eu à gérer toute la partie sinistrabilité en termes de sinistre Covid-19. Est-ce que cette pandémie est prise en charge ou pas? Comment gérer cette pandémie? Est-ce que c'est une exclusion ou pas de par les dispositions contractuelles de la police d'assurance? Et nous avons aussi tout l'aspect assurance dommage qui est lié à la perte d'exploitation des entreprises économiques. Donc la pandémie, enfin la Covid-19 a eu un impact sur l'exploitation des entreprises. Est-ce que cette pandémie est une exclusion ou pas? Est-ce qu'elle est prise en charge? Est-ce qu'elle est indemnisée ou pas par les assureurs? Et quels sont les enjeux au niveau de l'activité même de l'assureur? Les enjeux sur l'activité même de l'assureur, je dirais que c'était comment, au fait, gérer en temps de pandémie les déclarations, par exemple sinistres, autant des aspects de la distanciation sociale, venir déclarer son sinistre en agence, or que l'agence, par exemple, était fermée. Nous parlons, par exemple, de toutes les agences qui ont été fermées à Blida, à Boufarik et dans toutes les wilayas où il y avait un régime strict mis en place par le gouvernement. Donc, c'était tous ces aspects-là qui devaient être pris en charge. Et je reviens à ce que disait M. Soufi, c'est qu'il fallait vraiment être présent pour pouvoir adapter son régime juridique et son régime opérationnel quotidien à cette pandémie. Monsieur Soufi, en ce qui concerne votre activité aujourd'hui, quel bilan est-ce que vous pouvez dresser? Alors il y en a deux. Vous avez deux types de bilans. Le premier, c'est le bilan opérationnel. Qu'est-ce que ça vous a coûté? Alors, c'est très simple. Ça a été la bérésina pour nous. 58%, près de 60% de votre chiffre d'affaires qui disparaît et parce que vous dites que ça va repartir, à un moment ou à un autre, vous attendez 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis en fin de compte, vous vous rendez compte, ça fait 1 an. Mais vous êtes résilient, vous continuez. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous vous reposez sur d'autres produits.
parce qu'on vend de l'assurance voyage, de l'assurance groupe, de la temporaire EDC, de l'individuel accident. Enfin bref, il y a un certain nombre de produits qui n'étaient pas nécessairement très importants, mais qui, de par le fait, de par la nature des choses, font qu'on les met en exergue. Donc, on s'est reposé sur d'autres produits. On a laissé tomber l'assurance voyage, on a continué à gérer les sinistres éventuels et on a mis en avant les produits qu'on avait encore en portefeuille et qui fonctionnaient et qui ont pris de l'ampleur. La deuxième, c'est qu'il fallait à un moment donné se dire qu'on était réellement fragile. Et donc, du coup, il fallait absolument trouver de nouveaux produits et les mettre en circulation. Mais pour les mettre en circulation, il y a le fait de le faire, de les concevoir, de les mettre à disposition du ministère pour qu'ils puissent, au niveau de la direction générale du Trésor, la direction des assurances, pour qu'ils puissent les avaliser et puis ensuite les commercialiser. Donc ça prend un certain nombre de temps. Donc, voilà. Donc actuellement, voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Madame Chaben, quel est votre bilan parallèlement sur la gestion des affaires juridiques en ces temps de crise ? Au fait, ce qui s'est passé dans le département juridique, c'est qu'on a eu, je dirais, un petit... on s'est reposé un petit peu sur la gestion des litiges. Donc, il n'y a pas eu de sinistre, il n'y a pas eu de déclaration de sinistre, il n'y a pas eu de contentieux. Donc, sur cette partie-là, on a plus ou moins été capable de gérer ces aspects-là. Par contre, tous les autres aspects qui ont été plus ou moins difficiles à gérer, c'était tout l'accompagnement des ressources humaines sur la partie, par exemple, comme disait M. Soufi, télétravail. On est un petit peu profane à ces aspects-là juridiques du télétravail. Est-ce que les mêmes règles s'appliquent quand on travaille de la maison ou qu'on travaille d'un bureau? Quelles sont les règles qu'on doit suivre? Quelles procédures mettre en place? Donc on a dû accompagner les services des ressources humaines pour justement mettre en place des process et pour pouvoir mettre en place une bonne communication vers les salariés. Donc ça, c'était la partie ressources humaines. Sur la partie opérationnelle, nous, en tant que juristes, on a travaillé de la maison. Si vous n'avez pas, par exemple, de la paperasse à gérer au quotidien, vous pouvez travailler tranquillement de la maison et pouvoir gérer votre département juridique comme si vous étiez dans le bureau. Il y a aussi la viabilité des contrats. C'est-à-dire comment on les signe. Est-ce qu'on les signe électroniquement ou est-ce qu'on les signe papier? Comme on est un pays de papier, il faut le dire, faut le reconnaître, on est obligé, de par la nature de la réglementation, de pouvoir faire signer les documents. Et justement, M. Soufi, on va en parler dans un instant. Justement, on va parler de transformation numérique maintenant. Tout à l'heure, vous aviez évoqué les actions au niveau du numérique que votre entreprise a mis en place en temps de pandémie. Comment, justement, ces outils peuvent-ils aider une entreprise à traverser une crise sanitaire? C'est logique. Vous avez, d'un côté, vous gérez une période qui est celle d'avant-pandémie, où on faisait les choses le plus normalement du monde. Cette pandémie est arrivée et on s'est retrouvé dans une situation où on n'avait plus de contact avec qui que ce soit. Et donc, le digital permet justement de fluidifier le transfert d'informations et de pouvoir consacrer les contrats, c'est-à-dire de pouvoir les vendre, de pouvoir les envoyer, puisque maintenant, juridiquement parlant, depuis maintenant fort longtemps, les contrats sont acceptés. Je veux dire, la valeur des contrats, ou du moins la véracité des contrats est acceptée de manière électronique quand ils sont présentés, quand il y a litige et quand ils sont présentés au niveau des tribunaux. Mais rendez-vous compte que même les tribunaux étaient touchés. Même les tribunaux étaient touchés. Donc, on s'est retrouvé dans une situation, un véritable nouveau monde, où on était complètement perdu. Et ces outils, justement, nous ont permis d'être une sorte de boussole qui nous permettent maintenant de pouvoir imposer à une nature juridique traditionnelle de nouveaux process de travail. Alors, au-delà du fait que la pandémie est tragique, mais elle est aussi exceptionnelle, parce qu'elle a réussi à nous faire un bond, et ça c'est scientifiquement prouvé, elle nous a fait faire un bond dans les entreprises, dans le monde, à travers le monde, en Algérie encore plus, de 5 à 7 ans, voire 10 ans pour certaines organisations en termes de transformation numérique. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la résistance au changement. Et cette pandémie a fait fi de cette résistance en disant c'est obligé, il va falloir le faire. Alors, que vous le vouliez ou pas, c'est quelque chose qu'on doit faire. Et c'est ce qu'on a fait. Ces outils servent à fluidifier l'information entre les différentes parties prenantes au sein d'une entreprise. Alors, pour être factuel, parce qu'on a des théories, on parle beaucoup de transformation numérique, etc., mais soyons factuels. Aujourd'hui, vous avez des outils comme, j'essaye de ne pas faire de publicité sur ce plateau, mais vous avez des outils comme Teams,
qui vous permettent de faire de la visioconférence, qui vous permettent de faire des conférences en ligne. Vous avez des systèmes comme Zoom, comme Meet. Webex. Mais l'essentiel, c'est de sécuriser le flux d'informations pour pouvoir consacrer la confidentialité des données. Alors vous avez les serveurs que vous mettez en place, vous avez les certificats de sécurité, vous avez l'enjeu de la cybersécurité qui est ultra important en ces temps de pandémie, dans lesquels on voit qu'il y a beaucoup d'attaques, notamment en France. On en a parlé. Il faut que vous sachiez qu'en France aujourd'hui, il y a une attaque sur notamment les infrastructures de soins, les hôpitaux, les cliniques par semaine. Rendez-vous compte que c'est quelque chose d'immense. Aujourd'hui, le gouvernement français a débloqué 1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros pour lutter justement, pour promouvoir la cybersécurité et donc lutter contre la cybercriminalité. Bon, bref, donc on a des outils comme Slack, comme Teams, comme Zoom, qui vous permettent d'avoir c'est fou, qui vous permettent d'être seul, mais tout en se réunissant avec les gens. Et donc il y a cette continuité du travail. On a virtualisé la relation de travail. Et ça, en Algérie, avec la qualité de l'infrastructure Internet, c'était un exploit et je rends hommage, que ce soit aux services publics comme aux services privés, comme aux entreprises privées, qui ont su prendre en charge les besoins des citoyens, enfin les besoins des entreprises. Effectivement, il y a un travail énormissime à faire en termes de débit, parce que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Il faut être très clair. Monsieur Soufiane, en ce qui concerne votre métier d'assureur, est-ce qu'il y a des outils numériques qui sont spécialement dédiés pour ce métier-là, ou est-ce que vous avez utilisé des outils numériques qui existaient déjà? Alors nous, on a fait un mix, et toutes les entreprises le font. En règle générale, menteur serait celui qui vous dirait « on a tout fait tout seul ». C'est faux. Pour les visioconférences, je vous les ai cités. Vous avez Zoom, vous avez Meet, vous avez Teams, etc. Pour les besoins de l'entreprise, vous avez ce qu'on appelle les ERP et les CRM. Les ERP, ils peuvent être achetés, comme c'est les systèmes SAP, etc. Et comme certaines entreprises comme les nôtres, où on fait des ERP qui sont conçus en interne par des équipes de développeurs et qui sont mis à la disposition d'entreprises et qui permettent de gérer les dossiers sinistres, de gérer la souscription des clients. Ça, c'est l'outil ERP. Et vous avez l'outil CRM qui vous permet de faire le suivi, c'est Customer Relationship Manager, où vous continuez à gérer la relation client qui doit être cristallisée entre vous et votre client. Donc, tout l'enjeu de ces outils, c'est justement non seulement de fidéliser le client, mais de le rassurer. Parce qu'aujourd'hui, la question, le point nodal de tout ce qu'on est en train de faire, c'est de rassurer notre client et de le mettre dans un écosystème tellement agréable c'est pas qu'il ne peut pas en sortir, mais qu'il ne veuille pas en sortir. Madame Chaban, quand on découvre tous ces outils numériques, on pense forcément qu'il y a des aspects juridiques qui doivent être pris en considération. Moi, je pense notamment à la reconnaissance des actes en ligne ou encore à la protection des données. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'arsenal juridique aujourd'hui existe. Donc nous avons le gouvernement, suite à une demande et constante des acteurs économiques, a mis en place un arsenal juridique très complexe. Donc vous avez la réglementation sur la signature électronique et la certification électronique, vous avez la réglementation sur le e-commerce, vous avez la réglementation sur la protection des données personnelles. Toute cette réglementation-là, certaines dispositions se chevauchent avec d'autres. Mais comment essayer de prendre profit de cette réglementation-là pour justement pour l'adapter à ce qui se passe aujourd'hui et comment on peut numériser et digitaliser nos process. Donc, si on revient sur l'aspect contrat, donc le contrat d'assurance est un contrat de par le Code des assurances écrit. C'est un contrat écrit qui doit être obligatoirement signé par les parties pour démontrer le consentement des uns et des autres. Nous avons aussi, par exemple, sur le contrat automobile qui est complètement différent d'un simple contrat assurance santé, qui doit avoir, par exemple, un suivi et qui doit avoir une attestation une attestation automobile. L'attestation d'assurance automobile doit être munie d'un cachet humide de l'entreprise et de la signature de l'assureur. Donc tous ces aspects-là ont aujourd'hui juridique freiné un petit peu la digitalisation et la bonne volonté des assureurs de digitaliser
leurs opérations. Par contre, nous revenons aux aspects du droit commun où aujourd'hui, l'acte juridique numérique est tout à fait recevable. Il est recevable par devant les juges, il est recevable et opposable au tiers. Donc aujourd'hui, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'essayer de tirer le maximum de profit de ces textes-là. Il y a certains textes qui doivent être abrogés, il y a d'autres textes qui doivent être amendés, et il y a beaucoup de textes d'application aussi qui doivent voir le jour pour qu'on puisse dire aujourd'hui que l'arsenal juridique suit l'économie et suit la bonne volonté des acteurs aujourd'hui de se digitaliser. Ce que Mme Chaban essaye de dire, et elle le dit avec brio, c'est que vous avez tout le dispositif, dans la forme, vous avez tout le dispositif législatif et réglementaire qui permet de digitaliser la fonction assurantielle ou les contrats en eux-mêmes. Problème, c'est que vous n'avez pas les textes d'application. Tout à fait. Problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas, il y a un centre national de la certification, enfin de la signature électronique. On ne sait pas où est-ce qu'il est, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas quelles sont les règles. Beaucoup d'autorités n'ont pas encore été mises en place. Donc, on a beaucoup de choses. Et en fait, l'idée de base, pour qu'on soit bien clair, et on en profite puisqu'on est sur votre plateau, et on parle des règles de droit. Si vous voulez éviter la non-productivité, si vous voulez gagner en efficacité, mettez en place les textes d'application. Et dites-nous où aller. Après le reste, nous, on s'en occupe. Parce que, vous savez, la nature a horreur du vide. Et quand il y a un appel d'air, il y a un appel d'air. Aujourd'hui, la pandémie est cet appel d'air. La pandémie nous oblige, de par les mesures restrictives et les mesures de distanciation sociale, nous oblige à trouver des solutions. Sauf que le problème, c'est que si vous avez des solutions que vous imaginez, mais que vous n'avez pas un cadrage législatif et réglementaire, on se retrouve dans une situation de blocage. Et on ne peut pas demander à quelque chose, à quelqu'un, à l'impossible. Nul n'est tenu. Donc vous ne pouvez pas demander aux gens d'aller plus vite, et de ne pas avoir le cadre législatif et réglementaire qui vous permettent justement de le faire. C'est ce que j'appelle, moi, personnellement, le darwinisme technologique. Sur les propositions, j'aimerais bien qu'on parle des principaux freins à l'impossible, nul n'est tenu, Monsieur Soufi. Madame Chaban, justement, pour les assemblées générales, comment ça se passe ? Pour les assemblées générales, on a dû faire face aux textes réglementaires qui sont assez contraignants et aux règles sanitaire, donc de distanciation sociale. Comment envisagez-vous aujourd'hui de respecter les règles du Code du commerce stricto sensus et par la même occasion respecter les mesures barrières? Donc comment tenir une assemblée générale via visioconférence? Les assemblées générales, la spécificité de l'assemblée générale, au fait, c'est la présence physique, parce qu'en rentrant dans une assemblée générale, on émarge une feuille de présence. C'est ça. Est-ce que être présent dans une assemblée générale via visioconférence est opposable au tiers? Est-ce qu'il y a qui peut contester cette validité de cette assemblée générale? Tous ces aspects-là, on a dû faire très attention et on a dû vraiment s'adapter. Je ne pense pas qu'il y ait eu un acteur économique qui a tenu une assemblée générale en présentiel. Parce que vous avez des actionnaires, pour les multinationales par exemple, vous avez des actionnaires qui sont à l'étranger, il n'y avait pas de vol, il y avait des gens qui étaient malades, donc il y avait la Covid-19, donc on a dû vraiment s'adapter et numériser toute cette partie-là. C'est pour ça que les outils ces outils dont on a parlé, notamment dans le cadre des visioconférences, sont très importants parce qu'ils permettent d'être enregistrés. Oui. Tout à Donc fait. là, avec l'autorisation préalable de tout le monde, exactement, effectivement. pas à l'insu. Pas à l'insu des fait. gens. Donc, du coup, ça donne cette fluidité. Donc, en fait, ce que vous avez, c'est vous avez un upgrade de ce qu'on faisait avant, mais de manière virtuelle. Et justement, pour vous, comment ça s'est passé ? Pour nous, on a fait exactement la même chose. C'est qu'on a pris sur nous d'utiliser ces outils-là pour pouvoir faire passer nos assemblées et nos conseils. On ne pouvait pas faire autrement. Et quels ont été les freins internes ou externes que vous avez peut-être rencontrés lors de votre transformation numérique, même si votre transformation numérique, vous l'aviez déjà commencé auparavant? Alors, on l'avait déjà commencé et la réponse que je vais vous donner à mon avis, vaut pour l'ensemble des entreprises qui essayent, qui vont vers la transformation numérique. Pourquoi je vous dis qu'ils essayent? Parce qu'il y a encore des gens qui croient que cette transformation numérique est un phénomène de mode. Ce qui est terrible, parce qu'ils ont déjà un pied et demi dans la tombe. L'histoire, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, tout commence par le mindset. Si vous avez des gens qui comprennent
l'importance de cette transformation digitale pour leur vie personnelle, pour leur vie professionnelle, pour leur entreprise en elle-même, parce qu'il y a un esprit de corps. Donc c'est une question de mindset. Donc il y a un accompagnement de l'ensemble des collaborateurs. Et c'est légitime puisque les collaborateurs vont dire « Moi, si vous me numérisez ma fonction, mais quel va être mon rôle ?» Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il a peur pour son avenir. Et c'est là où tout l'esprit de corps d'une entreprise se transforme, même si c'est une multinationale, et à un moment donné, vous vous dites, ben tiens, d'une multinationale, d'une grande société, elle devient une start-up. Et la start-up elle-même se dit, ben tiens, si je peux avoir ces outils-là, et que je peux maintenant avoir la possibilité d'aller sur le net, donc il n'y a plus de frontières, donc je deviens aussi une multinationale. La transformation digitale en elle-même est fabuleuse dans le sens où ça vous donne un essor et ça vous donne une aisance dans le champ des possibles. Ça ouvre le champ des possibles et ça donne de l'énergie. Et c'est ça qui est fantastique. C'est le dynamisme que ça permet, c'est une philosophie. La transformation digitale vous permet d'aller plus en avant et d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir votre esprit vers le monde. C'est une ouverture vers le monde et c'est ça qui est fabuleux. Alors, Monsieur Soufi, on parlait de transformation numérique, mais j'aimerais tout d'abord, Madame Chaben, faire un point rapidement sur le cadre juridique réglementaire des assurances. Aujourd'hui, qu'en est-il? Ce que nous appelons aujourd'hui le Code des assurances est une ordonnance, l'ordonnance 95-07 qui a été amendée en 2006. Donc la dernière modification à apporter au Code des assurances s'est faite en 2006. Donc 14 ans plus tard, je pense qu'aujourd'hui, on a un réel besoin de faire une refonte complète de l'ordonnance 95-05 pour justement pouvoir arriver à un stade où l'arsenal juridique autour, où les dispositions réglementaires suivent les acteurs économiques, suivent la volonté de se transformer. Oui, on va y venir, mais aujourd'hui, le cadre réglementaire juridique, comment est-ce qu'il est composé? Le cadre réglementaire aujourd'hui n'est pas complètement adapté à une numérisation complète, mais il y a quelques freins, mais il n'empêche pas. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans ce cadre aujourd'hui? Vous savez, excusez-moi Madame Chaben, peut-être que j'ai pas si bien je peux me compris la permettre, question. Aujourd'hui, on a l'ordonnance 95-07 ouais. qui, elle, régit l'ensemble de la mise en place, que ce soit de la demande d'agrément jusqu'au... La police d'assurance. Tous les process sont régis par ce texte de loi. Sauf qu'il y a la 0611 qui, elle, a amendé la 95-07. Parce que le législateur a voulu scinder entre les compagnies d'assurance dommages, tout ce qu'ils font, l'automobile, l'incendie, l'engineering, etc., et l'assurance de personnes. C'est tout ce qui est assurance voyage, assurance groupe, temporaire ODC, etc. Donc il y a eu une scission qui a été faite. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons des évolutions technologiques qui impactent indubitablement le secteur des assurances. Mais il n'y a rien aujourd'hui, à part la loi sur le e-commerce, et c'est là où on rend hommage à la Direction générale du Trésor, la Direction des assurances, qui, elle, a tout misé sur le fait de mettre en place des sites web marchands pour pouvoir vendre les assurances. Mais à l'époque, on l'avait fait comment? On l'avait fait uniquement sur les assurances voyage. C'était déjà une véritable révolution. Mais aujourd'hui, c'est pas qu'on en veut plus, il en faut plus. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas possible, sincèrement, il n'est pas possible aujourd'hui de digitaliser l'ensemble des contrats d'assurance parce qu'ils n'ont pas aujourd'hui un accompagnement législatif et réglementaire. C'est aussi simple que ça. Pas de signature électronique, pas de certification électronique et aller digitaliser une attestation auto, ça, je ne pense pas parce que ça relève de plusieurs ministères et c'est un travail de longue haleine, mais qui est faisable. Alors, Madame Chaben, est-ce que la digitalisation du département juridique des services des assurances est inévitable aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Si on digitalise un département juridique, on gagne en efficacité, on gagne en temps, on gagne énormément. Toutefois, il y a certains aspects qu'on ne peut pas digitaliser malheureusement, de par la bureaucratie administrative, de par certaines conditions réglementaires et ou administratives. Donc, Monsieur Madame Soufi... Chaben, moi je suis d'accord avec vous et chère Madame, il faut qu'on comprenne une chose. Nous sommes là dans une émission où on doit parler évidemment de la loi telle qu'elle est définie, telle qu'elle est édictée et telle que nous devons de la respecter. Sauf que le problème, c'est qu'il y a
deux niveaux de comparaison qui sont incomparables, entre guillemets. C'est que vous avez la théorie, vous avez le terrain. Aujourd'hui, un dossier, que vous le vouliez ou non, un dossier est un dossier papier au niveau des tribunaux. On n'a pas cette possibilité de pouvoir numériser, d'avoir une gestion électronique de documents qu'on peut envoyer éventuellement aux avocats, etc. C'est juste impossible. Je vous donne allez-y, madame, pardon. Quoique, il faut vraiment... moi, j'ai été confrontée à des administrations aujourd'hui et ce qui est bien, c'est que les gens, cette culture commence à être ancrée. Donc aujourd'hui, on a par exemple pu publier des comptes en ligne, on a pu faire des déclarations. Vous allez me dire que c'était très difficile et que les systèmes ont bugué, ça je le sais, mais au moins il y a cette volonté-là de passer au numérique. Donc publier des comptes sociaux en ligne, ça c'est magnifique, c'est juste parfait. Pouvoir faire ces déclarations fiscales, sociales, peu importe, en ligne, ça c'est magnifique. Mais il faudra vraiment que les gens déjà apprennent à le faire. Et la surcharge aujourd'hui fait que les systèmes bug et qu'on se retrouve dans des situations de blocage. Mais justement, c'est des premiers pas qui se font. Tout à fait. Monsieur Soufi, quels seraient les projets qui seraient intéressants de proposer justement en ces temps de la Covid-19 dans le secteur de l'assurance et le digital? Madame, il faut que tout ait un sens. Proposer des projets comme ça, ce serait prétentieux de ma part. Je pourrais vous en proposer une vingtaine. Je passe ma vie à essayer de réfléchir sur des projets. Mais il faut que ça soit mis dans une stratégie globale. Il faut que ça soit cadré et il faut que ça se fasse dans un objectif qui est tracé, qui est clair, qui est adopté par tout le monde, parce qu'il faut l'accord de tout le monde. Et surtout, il faut qu'il y ait des deadlines. Un des projets sur lequel on pourrait parler, il y en a là, tout de suite, de but en blanc, il y en a deux. Le premier, c'est autoriser les insurtech, c'est-à-dire les néo-assurances, où dans le domaine de la fintech, vous avez les néobanques et les insurtech. Donc, laisser la fintech arriver sur le marché financier. Alors, vous allez me dire, Monsieur Soufi, la fintech, d'accord, mais comment pouvoir le faire ? Comment pouvoir le faire? C'est tout simple. C'est qu'aujourd'hui, on a des barrières réglementaires en termes de capital. Monsieur Soufi, pardon, excusez-moi de vous couper. J'aimerais bien qu'on explique un peu la FinTech pour les personnes qui nous regardent. La FinTech, c'est un acronyme, finance technologique. C'est-à-dire tout ce que la technologie peut faire pour virtualiser le monde, le secteur de la finance. Et là, vous vous retrouvez avec les banques. Donc, tout le monde a entendu parler des néobanques comme Revolut, N26, etc. Et vous avez aussi l'InsurTech, c'est la technologie appliquée à l'assurance. C'est-à-dire, on digitalise l'ensemble du processus de la souscription à la gestion des sinistres, en passant par le virement des sinistres, enfin du remboursement des sinistres par virement bancaire. Donc tout ce système-là est digitalisé. Alors, ça répond à quoi? Donner du sens. Ça répond à quoi? Ça répond au fait qu'il y a la distanciation sociale et que les gens ne veulent plus aller ni en agence, ni au niveau des agences bancaires. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de statistiques qui ont prouvé que la Covid était présente dans les regroupements au niveau des agences bancaires, que le virus était présent sur les billets de banque, sur les pièces, était présent sur les contrats, enfin bref, tout un panel de choses qui font que aujourd'hui, l'insurtech ou la fintech permet de respecter cette distanciation sociale. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est vraiment quelque chose d'infinitésimal devant le bien que ça peut apporter. La fintech, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle vous permet de consacrer la traçabilité. Oui. Elle vous permet de consacrer la transparence. Elle vous permet de lutter contre l'informel. Elle vous permet d'augmenter le réflexe d'utilisation de la carte. Ce sont des objectifs qui sont voulus par l'État algérien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a envie de ramener tout ce qui est de l'informel, on a envie de le ramener dans le secteur bancaire, c'est-à-dire dans le formel, pour pouvoir payer nos impôts, faire des choses, etc. Enfin, financer tous les programmes publics et être un citoyen complètement à même de comprendre et d'appliquer les règles normales de la vie en société dans ce domaine-là. Bon, bref, la FinTech, aujourd'hui, ça peut être un projet. Le deuxième projet, c'est que vous pouvez, là actuellement, vous ne vous rendez pas compte, en mars, les compagnies aériennes, l'IATA,
l'IATA, c'est l'institution qui gère 80% du trafic mondial des avionneurs, c'est-à-dire des compagnies aériennes. Aujourd'hui, elle a annoncé, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours dans un journal européen, elle a annoncé la mise en place et la commercialisation de son passeport sanitaire. Le passeport sanitaire, le Travel Pass, qui permet de dire et de certifier que l'individu a été vacciné ou pas, ou s'il est porteur du Covid ou pas, enfin bref. L'essentiel, c'est en relation pour sécuriser le déplacement des gens. Aujourd'hui, on n'est pas prêt. Aujourd'hui, on n'est pas prêt. J'en parle très souvent et c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que le Travel Pass aujourd'hui concerne Air Algérie. Le Travel Pass concerne aussi les compagnies d'assurance. Or, aujourd'hui, on n'est plus dans la pandémie. Aujourd'hui, on est dans la préparation de la relance. La relance, oui. Après la pandémie. Parce que, bon, faut avoir de l'espoir. Faut voir la lumière au bout du tunnel. Il faut avancer et on a le droit et on a toute la légitimité d'aller de l'avant. Et donc du coup, il faut avoir ces outils-là parce que même si on rouvre les frontières, même si on les rouvre, on a un risque, si c'est imposé, si ce Travel Pass est imposé, on a un risque de bloquer les voyageurs algériens. Donc autant faut-il s'y préparer. Et pour s'y préparer, les compagnies d'assurance qui, elles, aujourd'hui, gèrent 10 millions, toutes compagnies d'assurance vie confondues, gèrent 10 millions de voyageurs toute l'année. Pour le confort du citoyen, avoir une application qui fasse et le Travel Pass et l'assurance voyage, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir du confort et pour la première fois, de dire que nous autres, Algériens, avons été préempteurs, c'est-à-dire nous avons été les premiers, ou du moins nous avons préparé l'arrivée de ce Travel Pass. Très bien. Voilà deux projets qu'on peut mettre en place aujourd'hui en Algérie. D'ailleurs très très intéressant. Alors avec toute cette numérisation, cette crise sanitaire, on constate que les litiges se complexifient dans le monde, Madame Chaben. Est-ce que dans le secteur des assurances, on ajoute à cette complexité l'intervention d'expertise qui, comme leur nom indique, sont réalisées par des experts, hein? Ne pensez-vous pas que certains litiges deviennent trop complexes à juger aujourd'hui? Aujourd'hui, même avant même la pandémie, les litiges en assurance étaient très complexes. Pourquoi? Parce que vous avez toutes les règles du droit commun qui viennent s'appliquer, s'ajoutent à ça les règles du Code des assurances. Aujourd'hui, ce qu'on essaie d'expliquer et ce que nous faisons face à la relation contractuelle déjà. La relation contractuelle, vous allez me dire l'article 106. La loi fait, le contrat fait la loi des parties. Vous avez ce côté-là. Vous avez le cadre assurantiel, vous avez le Code des assurances qui vient vous préciser des règles qui aujourd'hui ne sont pas prises en charge pour le règlement du litige. Par exemple, les exclusions. Devant un juge aujourd'hui, exclure une pandémie, par exemple, est difficilement explicable. Moi, aujourd'hui, avocat, ou moi, aujourd'hui, praticien du droit, comment expliquer à un juge qu'une pandémie est exclue ou un risque est exclu, or qu'il me dit qu'aujourd'hui, votre assuré a conclu un contrat d'assurance, a payé une prime, derrière, vous avez un engagement de payer. Vous avez, par exemple, M. Soufi dit, corrigez-moi si je me trompe, les délais de déclaration. Vous avez un délai de 48 heures, de 72 heures pour déclarer votre sinistre. Si vous dépassez ce délai-là, vous n'êtes pas couvert. Devant un juge, non. Vous avez signé un engagement, vous respectez, vous indemnisez l'assuré. On a tous ces aspects-là qui viennent complexifier les litiges en Algérie, les litiges assurantiels. En assurance santé, par exemple, on a du mal à avoir gain de cause. On est toujours, je dirais que 90% des affaires litigieuses sont déboutées, les assureurs sont déboutés. Pourquoi ? Notamment dans l'assurance vie, toute la partie antériorité médicale. Venez expliquer à un juge, venez expliquer à un praticien de droit qu'une antériorité médicale est exclue. Je viens conclure un contrat d'assurance, je suis malade, je ne suis pas pris en charge. Si demain, mon sinistre est en lien avec ma maladie. Parce que c'est un risque certain. Parce que c'est un risque certain. Au fait, on est dans le préventif, on n'est pas dans le curatif. Tout à fait, on est dans le préventif. C'est ça. Et justement, en parlant de prévention, est-ce qu'il faut se préparer à une autre pandémie, Monsieur Soufi? On est entré dans l'ère des pandémies. Hein. Oui. On est entré, en fait, on n'est même pas entré dans l'ère des pandémies. On est entré dans l'ère des scénarios. On est entré dans l'ère des scénarios qui sont dits impossibles, qu'on ne pouvait pas, même pas imaginer.
Et donc, il faut se préparer à tout. Et pour se préparer à tout, il y a maintenant toute une matrice qui doit être mise en place par les assureurs, par les assurés. Non, les assurés, ils subissent. Ils subissent, tout à fait. Les assurés vont aller souscrire un contrat justement pour bénéficier d'une couverture en assurance qui leur promet réellement de les soutenir en cas de difficulté, de les soutenir en règle générale, soit en tiers payant, soit sur le volet financier, mais qu'on soit présent à leur côté lorsqu'ils ont un problème en ce qui nous concerne de santé, soit en payant directement la clinique, soit en remboursant leurs frais de soins. Donc ça, c'est notre devoir et c'est notre travail. Et c'est à nous de mettre en place une stratégie pour ce faire. Très bien. Et d'un point de vue juridique, Madame Chaban, comment les entreprises dans l'assurance peuvent se préparer à faire face à tous les enjeux que nous avons évoqués précédemment? Avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir sur ce que disait M. Soufi par rapport à l'assuré. L'assuré, comment il peut, de ma vision, l'assuré aujourd'hui doit, devant son assureur, connaître ses droits. Il doit connaître ses droits. Il doit savoir lire son contrat d'assurance. Il doit savoir lire les exclusions qu'un contrat d'assurance indique. Un assuré ne doit pas venir et signer son contrat d'assurance parce qu'il a un risque. Dans l'automobile, par exemple, c'est très commun. J'ai une assurance qui est obligatoire, donc j'ai l'automobile, je prends des garanties simples, basiques, et j'ai mon attestation que je montre au policier en cas d'arrêt. Madame Chaban, il doit connaître et ses droits et ses obligations. Oui, et ses devoirs et ses obligations. On est bien d'accord. Ça, je suis d'accord. Et c'est là où l'exclusion joue. Mais ça, c'est un dialogue entre juristes et assureurs qui est riche. Qui est très intéressant. Qui est riche en argumentaire, effectivement. Tout à fait. Alors, très brièvement, d'un point de vue juridique, comment est-ce que les entreprises de l'assurance, justement, peuvent se préparer? Aujourd'hui, les assureurs, en termes contractuels, par exemple, ils doivent revoir toute la partie garantie. Elle doit être revue à la loupe. Vous avez aussi toute la partie exclusion. Donc la pandémie aujourd'hui a une définition bien spécifique qu'il faudra inclure dans les contrats parce qu'on a vu des contrats d'assurance qui n'incluaient pas la pandémie et non, la pandémie généralement, mais pas la Covid-19. Donc on va lister toutes les pandémies, mais donner une définition un peu large qui puisse inclure cette pandémie et les futures pandémies. Vous avez aussi toute la partie force majeure. La clause force majeure est une clause importante qu'il faudra rédiger très très précisément. Donc, vous vouliez dire quelque chose, M. Soufi? Sur les pandémies, etc., n'oubliez pas qu'une compagnie d'assurance n'est pas toute seule dans cette affaire. Oui, les compagnies d'assurance prennent leur wording, ce qu'on appelle leur wording. Elles les prennent de chez les réassureurs. Tout à fait. Et les réassureurs, c'est eux qui imposent leurs lois aussi. Je vous donne un exemple. Pas plus tard qu'il y a 24-48 heures, il y a eu une interview du président de la SCOR, M. Kessler, qui est la personne à connaître dans le monde de la réassurance et qui est respecté et respectable. Lui cite le problème de la pandémie et on lui pose la question et on lui dit « Est-ce que la pandémie peut être assurable ?» Et il vous répond très justement « On ne peut pas, nous assureurs ou réassureurs, on ne peut pas assurer quelque chose qui va arriver à tout le monde en même temps. C'est la base de l'assurance, c'est pas possible. Donc dire qu'on peut couvrir les pandémies, c'est faux. Par contre, dire qu'on peut mettre en place un dispositif complet qui va pouvoir couvrir une partie des conséquences de cette pandémie-là, par exemple en perte d'exploitation, mettre des limites de garantie. Après, on rentre dans le technique. Maintenant, je reviens sur autre chose par rapport à ce que la question que vous avez posée. Sur les expertises, comment voulez-vous qu'un expert se déplace dans le cas où, par exemple, une ville comme Blida a été fermée? Il y a des moyens technologiques. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire des expertises par drone. Mais le drone est interdit en Algérie. On a la possibilité de faire des expertises par visio. Oui. Mais aujourd'hui, ça n'a pas de valeur juridique. Ça n'a aucune valeur juridique, d'autant plus qu'il y a un article qui vous dit qu'en termes, par exemple, de dommages aux automobiles, aucune indemnisation n'est possible sans expertise. Et l'expertise veut dire la prise de photos, veut dire... Donc, pardon. Je vais juste revenir sur une dernière question. La crise que nous avons vécue a mis en évidence la nécessité d'adapter le droit aux nouvelles pratiques. Pensez-vous que le droit des assurances aujourd'hui soit suffisamment adapté aux enjeux des crises et des nouvelles pratiques que nous vivons? Malheureusement non. Malheureusement non.
Bien sûr que non. Malheureusement, non. Je vais vous le dire, si vous permettez, hein, vous prenez la partie dommage. La partie dommage, est-ce que vous avez une société aujourd'hui en Algérie qui vous propose la protection contre la cybersécurité? Pour de la cybersécurité ou pour contrer la cybercriminalité. La perte d'exploitation due à, un hack ou à un piratage massif. Oui. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Oui. Je vous donne un autre exemple. Dans le domaine de la santé, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, expertise, souscription, signature électronique, certification, etc., c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour critiquer le sens de la loi. Nous sommes ici pour mettre en exergue que les lois actuelles répondaient à des préoccupations majeures d'une certaine époque, mais qui ne répondent plus, pour répondre précisément à votre question, qui ne répondent plus aux exigences d'aujourd'hui. Un tout petit exemple, on sort du domaine des assurances. Aujourd'hui, vous avez un système qui vous permet de faire des paiements transfrontaliers qui s'appelle le système SWIFT. Est-ce que vous êtes au courant qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la blockchain? La blockchain risque de transformer, de rendre obsolète le système SWIFT et le rendre au même niveau que le Telex ou que le fax. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que de deux choses une, soit on se colle à la réalité du moment et on évolue et légitimement on change le monde, et d'abord commençons par l'Algérie déjà, ça serait bien, soit on ne le fait pas et on risque d'être très en retard. Et je vais vous dire, ce n'est pas autant d'être très en retard qui m'inquiète, c'est le fait de payer ces technologies à la fin. Chose qu'on ne peut pas se permettre et chose qui serait regrettable puisqu'on a des start-up aujourd'hui, on a des jeunes gens, des moins jeunes qui montent des sociétés et qui sont terriblement efficaces. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui travaille à Constantine qui fait dans la blockchain ? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a par exemple aujourd'hui des jeunes qui ont ouvert les premiers séminaires virtuels? Oui. Il y a une richesse dans ce pays, en underground, il y a une richesse dans ce pays qui n'est pas abordée. Il faut aller dans les réseaux sociaux. Il faut les mettre en exergue. Regardez, vous avez absolument raison. Allez sur LinkedIn, allez sur Twitter, allez sur Facebook. Ces jeunes-là sont en train de hurler qu'ils ont les moyens de le faire. Les consultants. On fait appel à des consultants. Je veux bien, mais aujourd'hui, je ne parle pas de patriotisme économique, mais commençons par les nôtres. Commençons par ces gens-là. Et s'ils ne répondent pas aux exigences que nous souhaitons, eh ben on passera à quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, faisons confiance à nos entreprises et aux entreprises algériennes, entreprises étrangères de droit algérien inclus. On a besoin de ces gens-là et qu'ils travaillent parce que l'Algérie est une terre d'opportunités. L'Algérie est une terre d'espoir et l'Algérie, surtout, c'est un trop beau pays et un trop grand pays pour le laisser au niveau où il est aujourd'hui parce qu'il ne peut que réussir. Je suis tout à fait d'accord. Madame Chaban, en fin de compte, quels sont les enseignements que nous avons pu tirer de cette crise sanitaire aujourd'hui? Au fait, on a pu tirer que les textes réglementaires existent, l'arsenal juridique existe. Malheureusement, il constitue aujourd'hui un frein. Il constitue un frein et qu'il doit s'adapter. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que j'ai assisté à des séances de travail au niveau du ministère de tutelle où les mentalités ont réellement changé, où il y a vraiment, le mindset, comme disait tout à l'heure M. Soufé, est en train de changer et d'évoluer. Aujourd'hui, on a proposé des produits de protection juridique qui, au départ, il était hors de question de parler de ce type de couverture. Aujourd'hui, oui, nous allons vers un produit d'assurance protection juridique. Aujourd'hui, le Code des assurances est en complète refonte. Il est au niveau du ministère. Il y a des séances de travail qui sont en train de faire. Le ministère est en train de nous demander de l'aider à digitaliser, à digitaliser ces aspects-là. Donc aujourd'hui, je crois que c'est vrai que le dispositif actuel ne répond pas aux attentes, mais j'ai beaucoup d'espoir, comme disait M. Soufi, j'ai beaucoup d'espoir en l'avancement de l'Algérie dans ce sens. Très bien, parce qu'il y a des choses qui se font. Donc, oui, il y a énormément de choses qui se font. Voilà. Il y a énormément de choses qui se font. Détrompez-vous sur une chose. Nous avons autant besoin de nos législateurs et de notre administration qu'ils ont besoin de nous. Le problème, c'est l'écoute.
c'est qu'il y a un problème. On n'arrive pas à trouver un point où on se raccroche les uns aux autres pour pouvoir discuter dans un objectif commun de faire évoluer notre société et de faire évoluer le pays. Mais si on devait tirer un résultat, un bilan de la pandémie, Oui. c'est ce qui est incroyable, au-delà de l'effet tragique du Covid et paix à leur âme, mais pour ceux qui nous ont quittés, cette crise nous a fait vraiment prendre conscience de notre fragilité structurelle, systémique et au niveau technologique. Donc ça, c'est vraiment la première des choses qu'on voit. Mais par contre, ça nous a fait prendre conscience aussi de nos forces. Et vous savez que la première des forces qu'on a, vous savez, c'est quoi? Et surtout dans une société comme la nôtre, algérienne, on va dire, Oui. c'est l'empathie, la solidarité, le fait qu'il y ait des assureurs, pour revenir aux assureurs, qui ont pris en charge leurs clients alors que c'était exclu. Oui. Le fait qu'il y ait eu des femmes et des hommes dans les administrations qui ont dit non, on va venir travailler, avec tout le risque qui a été mené. Ça, c'est le courage, et ça, c'est le miracle algérien aussi. Complètement. C'est pour ça que c'est beau aussi, et c'est bon de se sentir algérien, d'être dans notre pays et de pouvoir savoir qu'on peut faire 1000 fois mieux que ce qui est fait à l'étranger. Complètement. Merci d'avoir répondu Merci à vous. mes questions. Merci à vous. J'ai une dernière question. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'assurance, Monsieur Soufi Madab Chaban? Ça peut remonter jusqu'à la Mésopotamie, ça peut remonter jusqu'à la Grèce antique, ça peut remonter à l'Égypte, mais on va pas aller aussi loin. On ne va pas aller aussi loin, et justement, on va s'intéresser à ce sujet-là avec Asmahan Benabou dans la rubrique Histoire du droit. C'est tout de suite. Les premières traces de l'assurance remontent au 2e millénaire avant notre ère, lorsque les Babyloniens créaient le nautica, un prêt maritime communément appelé prêt à la grosse aventure. Il s'agissait d'un prêt consenti à un taux très élevé par un particulier pour financer le voyage en mer d'un négociant au long cours. L'idée était qu'un marchand n'ait pas à supporter seul le risque de l'ensemble du voyage, au risque de perdre le navire de sa cargaison, par des tempêtes ou des pirates par exemple. Mais cela ne ressemble pas encore aux contrats d'assurance modernes. Ceux-ci n'apparaissent réellement qu'au Moyen-Âge, entre le XIIe et le XIIIe siècle en Italie. Les premiers contrats portaient principalement sur les risques de mort, de grossesse d'esclaves, les navires et les marchandises et plus généralement les risques maritimes. L'assurance se complexifie en Europe après la Renaissance, car le droit des assurances prend davantage en considération les personnes en tant qu'individus et non plus en tant que société. En 1668, en France, Colbert initie la Chambre générale des assurances, l'une des premières entreprises françaises couvrant la valeur des biens en cas de perte ou de dommage lors d'un transport maritime. En Algérie, le marché des assurances est passé par différentes étapes depuis l'indépendance. Afin de mieux illustrer son évolution, on la scinde en 4 étapes. La période avant 1962. L'Algérie était considérée par les autorités coloniales comme étant une partie intégrante du territoire français et par conséquent la législation applicable aux compagnies d'assurance en France était applicable à leurs agences en Algérie. Les produits assurantiels se concentrent alors sur les accidents de travail et sur l'automobile. La période 1962-1973. Au lendemain de l'indépendance, en attendant la mise en place d'une réglementation spécifique, le législateur algérien a reconduit tous les textes afin de sauvegarder les intérêts de la nation. À cette époque, 236 sociétés d'assurance étaient titulaires d'un agrément pour exercer leurs activités en Algérie. La période 1973-1989. L'État contrôle toutes les opérations d'assurance et est créée en 1973 la Compagnie centrale de réassurance, la CCR, avec des spécialisations, comme la CAR, qui s'occupait des risques industriels et du transport, la SAA, qui s'occupait exclusivement de l'assurance automobile et des risques des particuliers. Une accentuation de la spécialisation a été entamée en 1982 avec la création de la Compagnie algérienne d'assurance transport, la CAT. Enfin, la période 1989-2012, on assiste à une déspécialisation au travers de la parution des textes relatifs à l'autonomie des compagnies publiques. Et à compter de cette date, les sociétés ont pu souscrire dans toutes les branches.
Ainsi, les 3 compagnies publiques existantes ont modifié leur statut en inscrivant dans leurs exercices toutes les opérations d'assurance et de réassurance, ce qui a entraîné l'émergence d'une réelle concurrence entre ces compagnies. Mais ce n'est qu'en 1995, avec l'ordonnance 9507, que l'Algérie se dote d'un cadre juridique dédié aux assurances mettant fin au monopole de l'État et permettant la création de sociétés privées de droit algérien. Enfin, la loi 0604 de 2006 institue une commission de supervision des assurances. Aujourd'hui, les enjeux des assurances en Algérie comme dans le monde sont encore plus divers. En témoigne l'émergence des risques liés à la cybersécurité, aux activités en ligne et même aux pandémies. À ce titre, l'enjeu de l'assurance des voyages dans l'espace ne manquera pas d'animer les réflexions des plus futuristes d'entre nous. Alors merci Asmahane, et il est maintenant l'heure de répondre à vos questions, vous qui nous regardez. C'est parti. Alors comme d'habitude, on vous propose de poser vos questions sous la vidéo ou sur les réseaux sociaux. La première question que nous avons sélectionnée est la suivante. Y a-t-il un avenir pour les startups dans l'insurtech et la fintech en Algérie, Monsieur Soufi? Vous savez, cet avenir est radieux. Parce que tout est à faire, vraiment tout est à faire, et tout ce qui a été fait est à refaire sur certains secteurs. Dans le domaine de la fintech, c'est aussi simple que ça, c'est vide. C'est vide. Aujourd'hui, vous avez quoi? Vous n'avez même pas une entreprise, peut-être. Une entreprise qui fait dans la fintech, et encore, ou dans l'insurtech, ou dans les néobanques, etc., ou dans les logiciels. Donc, effectivement, l'avenir est radieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Et aujourd'hui, ce rien aujourd'hui que l'on se doit de construire, c'est à nous. Complètement. Et c'est à nous de le construire, et pas quelqu'un d'autre, parce que ce pays ne sera sauvé que par ses enfants, qui réinvestiront ici, dans ce pays. Et c'est à nous que revient la légitime, comment dire? La légitimité? Non, c'est la légitime volonté de vouloir faire le meilleur et donner le meilleur de soi-même pour notre pays. C'est une forme de lutte pour construire notre avenir. Parce que personne ne le construira pour nous. Et d'en récolter les fruits aussi. Hein. Évidemment. Peut-être les générations futures. Futures. Madame Chaban, la prochaine question, je pense, s'adresse à vous. Je suis responsable juridique en entreprise d'assurance et je souhaite que mon département se digitalise. Quelles seraient les étapes? La première étape, je pense, serait la formation. Déjà, il faudrait qu'on ait des juristes qui comprennent ce que c'est que la digitalisation et comment pouvoir passer de l'aspect paperasse à l'aspect numérisation. Ensuite, vous avez aussi le process global de l'entreprise qui doit changer. Vous avez aussi le mindset des administrations, le mindset des organisations publiques qui doivent suivre. Vous avez aussi un sujet très très important qui est la gestion de la donnée. Où est ma donnée? Il faudra, et d'ailleurs les entreprises commencent aujourd'hui à créer des directions de la gestion de la donnée qui aujourd'hui, non, en tant que juriste, on a vraiment besoin de ça pour pouvoir s'adapter et pouvoir digitaliser nos départements juridiques. La fiabilité de la donnée, où je peux trouver la donnée, donc c'est exactement ce dont nous avons besoin pour pouvoir digitaliser, mais on ne digitalisera pas le tout. Il y a certains process qui doivent rester papier, qui doivent rester malheureusement bureaucratique. L'essentiel est d'avoir une gestion électronique des documents qui soit fiable. Tout à fait. Et donc ça permet, tout est une question de traçabilité et de transparence. Si vous ne savez pas où aller chercher votre donnée, c'est aussi simple que ça, vous ne pouvez pas travailler. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit que la data. C'est l'or de toutes les compagnies, notamment des compagnies d'assurance et des banques. Hein. Après, on parle du marketing digital, l'inbound, l'outbound, enfin bref. Mais la donnée est le point nodal, le point central de tout ce que vous êtes en train de faire. Vous devez, d'ailleurs, il y a la BI, il y a tout ce qui est intelligence artificielle qui va prendre en charge, qui va segmenter votre donnée. Donc c'est un travail qui est fabuleux. Et c'est un travail qu'on va devoir faire. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont énormément de data et qui ne sont pas data-driven et qui n'exploitent même pas la data qu'ils ont aujourd'hui. Donc peut-être qu'il faudrait les sensibiliser
Et, il faudrait déjà qu'elle pense à faire de la transformation numérique ou de la transformation digitale, parce que c'est deux concepts différents. Mais il faudrait déjà qu'ils se mettent, et c'est le premier responsable qui doit impulser cette énergie et cette volonté. Si le premier responsable n'est pas convaincu par cette transformation numérique, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. C'est lui qui lead. Quand vous avez et ça fait partie des soft skills aussi des leaders. Hein. C'est celui qui lead sur un objectif tracé, donné et surtout fixé dans le temps. C'est lui qui va pouvoir faire de son entreprise une belle entreprise dans les années à venir. Et justement, je vais tout de suite laisser la parole à Gibran Freitas qui va nous parler de droit et de technologie. Alors, on parlait assurance aujourd'hui. Gibran, la Legal Tech au service des assurances, ça donne quoi? Alors, la Legal Tech au service des assurances, ça donne quoi? En fait, j'ai envie de dire, on a presque tout déjà évoqué avec nos invités. On a parlé de données, bien entendu. On sait que la Legal Tech, comme l'InsurTech et comme la FinTech, sont nées à la base de cette éclosion de données. Plus on a pu avoir de données, plus on a pu créer des services qui soient vraiment utiles pour les praticiens. Alors, on a parlé tout d'abord de la Legal Tech au service de l'entreprise d'assurance en interne, à savoir comment est-ce qu'on gère mieux son département en interne. On a parlé de gestion électronique de documents, c'est tout à fait ça. On a parlé des contrats, c'est aussi ça. On a beaucoup d'applications autour des documents. Pourquoi? Parce que le document papier, quand on arrive à le digitaliser, en fait, qu'est-ce que ça veut dire digitaliser un document papier? C'est soit le transformer en format type Word, et là c'est une numérisation, ou soit aller encore plus loin sur la digitalisation, c'est l'intégrer dans un processus Legal Tech qui permet par exemple de le remplir automatiquement. Et ça, typiquement, pour une agence d'assurance qui peut se trouver pas forcément accompagnée d'un juriste, qui a peut-être des contrats qui arrivent du groupe, ça c'est utile d'avoir des modèles de documents qui soient directement remplissables et surtout d'être sûr que le canevas, le document juridique source, est respecté et que uniquement on a pu adapter quelques clauses. Donc l'automatisation des documents, on en parle quasiment à toutes les émissions. C'est parce que vraiment dans tous les secteurs, c'est utile. Et les assurances n'y font pas défaut. On a également la Legal Tech au service de la gestion des relations avec les clients. Donc malheureusement, c'est vrai que la gestion des relations clients avec les assurances, c'est aussi parfois et même souvent la gestion des litiges. On sait qu'il y a beaucoup de contentieux qui sont dans le domaine des assurances et à raison, on a parlé des experts, des expertises. C'est une matière qui laisse place, on va dire, à l'interprétation de toutes les parties. Et donc forcément, quand on se pense lésé, quand on croit qu'on a subi un préjudice, que ce soit l'assuré ou même l'assureur qui ne souhaite pas justement donner droit à ce que demande l'assuré, il va y avoir un litige. Et là, la Legal Tech peut aussi aider. Comment? En gérant mieux les dossiers. On sait qu'un dossier de contentieux, c'est en fait une suite de procédures et souvent, on a tendance à être perdu. On ne sait plus finalement où est-ce qu'on en est, on ne sait plus combien de dossiers est-ce qu'on est en train de traiter, on ne sait plus en termes de nombre, en termes de chiffres, en termes de visibilité, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et quand on est une grande assurance, ça peut vraiment représenter des volumes qui sont très importants. Et d'avoir des outils technologiques qui permettent d'avoir une vision claire sur le nombre de dossiers, le nombre de contentieux, l'état de chacun de ces dossiers, c'est aussi beaucoup plus de sécurité en interne parce qu'on a une vision claire de ce qui se passe au sein de l'entreprise. Et enfin, et on en a déjà beaucoup parlé avec M. Soufi notamment, toute l'utilisation de la donnée relative aux assurances, mais pas que. Tout ce qu'on appelle le big data. Et il faut rappeler, c'est très important, que la donnée juridique est très, très, très utile pour les assurances. On a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous étiez au courant, Madame Chaban, la justice prédictive. On arrive même à des types de technologies qui utilisent de l'IA, de l'intelligence artificielle, qui arrivent à prédire l'issue des contentieux. Alors en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a peut-être une ou deux startups dans le monde qui arrivent à ce niveau-là de maturité. Le reste des startups fait en fait de la statistique, mais ça reste utile quand même pour les praticiens pour arriver à savoir si sur ce type de contentieux qui peut être très important, ça pourrait être un problème qui a touché des millions de personnes, des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, au moins d'avoir une estimation du pourcentage de chances qu'on a de résoudre le litige de manière favorable en tant qu'entreprise, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et donc l'exploitation de toutes ces données-là, au niveau mondial, sur des contentieux qui touchent beaucoup de personnes, ça a aussi beaucoup d'utilité. Donc c'est ce qu'on appelle, un peu de manière assez grossière, la justice prédictive. Donc tant pour la gestion en interne au sein de l'entreprise, que pour la gestion des contentieux, que même pour la gestion et surtout la gestion du risque de l'entreprise, on a vu que la Legal Tech, ça peut aussi avoir un impact positif pour les assurances.
Merci Gibran Freitas et merci à nos invités, Monsieur Hakim Soufi, CEO de Massirvi, ainsi que Madame Selma Chaben, juriste chez GE Gas Power North Africa. Merci d'avoir été présent parmi nous ce soir. Merci à vous. Merci à vous. On remercie encore une fois nos partenaires officiels, PwC Algérie et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. On a déjà abordé plusieurs autres thématiques dans d'autres épisodes, donc n'hésitez pas à y jeter un œil sur notre chaîne YouTube Legal Doctrine TV, sans oublier de vous y abonner pour ne rien manquer. Sinon, je vous retrouve lundi prochain à 19h. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée à tous.